On espère que vous allez tous bien, que personne n'a bien entendu été touché de près ou de loin par le Covid. Et donc, on va partager ce matin un peu les fruits à la fois d'un travail d'analyse assez poussé d'études qui sont sorties, donc de sondages en l'occurrence, qui sont sortis pendant le confinement, après le confinement, et aussi pour les mettre en relation avec des études antérieures, d'autres sondages qui sont un peu plus anciens, qui reposent aussi sur un aspect intuitif, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui relèvent non pas de la prévision, mais de la prédiction. C'est là où il faut aussi laisser parler, j'allais dire, l'intuition, qui est importante dans la communication, et on essaiera de définir des cadres qui pourront permettre de comprendre comment on peut arriver à naviguer en termes de communication d'influence dans ce qui va apparaître après la crise, qui peut-être est un peu improprement appelé un monde d'après, mais qui en tout cas va se caractériser par des tendances peut-être plus fortes que celles qu'on voyait auparavant, et un peu différentes. Alors on se donne, quelle heure est-il? 11h01, on se laisse encore 2 petites minutes et nous allons commencer. Alors vous allez voir, il y a des focus. Le but, c'était pas d'être exhaustif, parce que euh, la matière est extrêmement riche. Donc je vais passer assez vite sur certaines slides. On pourra y revenir si vous voulez. Ce sont des études d'opinion, hein, donc on parle de la perception et du ressenti des gens. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais en tout cas c'est ce qu'ils ressentent et ce qu'ils disent au moment présent. Bon, bonjour à tous. Peut-être on va commencer. On sera précis, et de toute façon il est 11h02. D'autres personnes pourront nous rejoindre. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire que je vais vous présenter avec Mathieu Rosy, qui est le président du CEDAP. C'est le centre d'études des dirigeants d'associations professionnelles, et qui est lui-même dirigeant d'une association professionnelle, et avec lequel Confluence a le plaisir de travailler. Vous verrez, quelqu'un qui connaît très très bien ce secteur, puisqu'il est un véritable expert, et donc j'ai trouvé intéressant de l'associer à ce webinaire, puisqu'il y a une partie qui concerne effectivement l'émergence des organisations, associations professionnelles à l'issue de la crise. On peut y aller, Sarah. Le programme, voilà, il est assez roboratif. Alors pourquoi on s'interroge sur le monde d'après et comment? Le monde d'après, est-ce qu'il n'était pas déjà en germe dans le monde d'avant? C'est-à-dire que je vais vous faire un petit retour en arrière. Les Français et le monde d'après, c'est notre partie 3, c'est un tour d'horizon des études d'opinion qui ont été faites pendant le confinement et après, donc la plus récente date du 15 mai. Quatrième point, les attentes qui pourraient structurer le monde d'après. Cinquième point, le cadre sociétal qui va être structurant pour votre communication et votre influence demain. Et bien entendu, les questions et les réponses auxquelles on sera heureux avec Mathieu de répondre. Alors, voilà, le monde d'après. Pourquoi s'interroger sur le monde d'après? Alors nous, c'est dans notre ADN que de nous interroger, c'est de repérer les signaux faibles, les tendances émergentes. On est là pour anticiper en fait les évolutions et positionner nos clients qui ont besoin de savoir comment leur stratégie, leur communication à l'influence doit se pivoter ou pas, et de voir avec eux, bien entendu, est-ce qu'il y a des risques ou des opportunités, puisqu'on est dans ces échelles-là. Tu peux passer à la slide suivante. Alors notre travail s'appuie sur 3 éléments principaux. Donc nous avons été à l'origine d'un sondage que nous avons élaboré, nous avons fait le questionnaire, et nous l'avons fait administrer par l'Institut Odoxa les 8 et 9 avril, donc ça fait un peu plus d'un mois. On a 8 autres études réalisées majoritairement pendant le confinement et après, mais il y en a certaines aussi qui ont été faites avant, vous verrez, et qui portent sur la perception de la crise par les Français et sur déjà le monde d'après, puisque cette thématique est apparue dans les sondages. Et enfin, on s'appuie, troisième élément, sur les notes de tendance et de veille de Confluence, puisqu'en fait, tous les sujets, et ça nous intéresse particulièrement, qui émergent pendant cette crise, sont des sujets
qu'on laboure et qu'on travaille depuis de très nombreuses années, soit pour des fédérations professionnelles, soit pour des grands acteurs économiques, des entreprises, qu'il s'agisse de relocalisation, de robotisation, de problématiques du secteur agricole à l'innovation, de consommation responsable. Donc ce sont des thématiques qui font sens pour nous. Est-ce que le monde d'après était déjà en germe dans le monde d'avant? Alors, un petit retour en arrière qui est intéressant. L'essayiste que maintenant, vous devez à peu près tous connaître, Nassim Nicolas Taleb, déclare que cette pandémie n'était pas un signe noir, c'est-à-dire c'est pas un événement qui était extraordinaire, inattendu. Il était, dit-il, prédictible. Et finalement, on peut s'interroger, se poser la question, si cette pandémie était prédictible, on aurait pu la prévoir ou l'anticiper? Est-ce qu'il en est de même pour les effets que pour induire la crise? Est-ce que finalement les tendances qu'on va voir s'installer ne sont pas celles qui étaient déjà avec des signaux faibles dans le monde d'avant? Donc là, quelques retours en arrière avec quelques images. Voilà. Dans le monde d'avant, on s'interrogeait déjà sur les masques. Oui, vous avez un article de 2009, c'est l'article de l'Express, qui s'interroge pourquoi il y a si peu de masques dans les rues. On a oublié qu'en 2009, il y avait la crise H1N1 qui était déjà qui circulait et la question des masques. Le port du masque était déjà une question qu'on s'était posée. Vous voyez qu'on ne l'a pas finalement très bien prise en compte. Dans le monde d'avant, on peut avancer. Dans le monde d'avant, on se posait déjà des questions sur les pistes pour télétravailler. Je vous ai mis un article de 2011, toujours l'Express, c'était Frédéric Lefebvre qui présentait un plan d'action pour développer le télétravail. Et là, on a l'impression que le télétravail est quelque chose de tout à fait nouveau. Ben non, ça fait malheureusement des années, et là en l'occurrence plus de 10 ans qu'on s'interroge, mais on n'a pas trop avancé sur ce sujet non plus. Dans le monde d'avant aussi, on parlait de pénurie du médicament. Je vous ai mis un article qui date de 2013 et où l'Académie de pharmacie déjà pointait les ruptures d'approvisionnement, déjà pointait les problématiques de délocalisation et demandait à ce qu'il y ait un plan européen pour relocaliser la production de médicaments. On parle donc il y a 7 ans en arrière et ces phénomènes n'ont fait que monter. Dans le monde d'avant, notre agriculture, elle présentait déjà des faiblesses, des signes de faiblesse. Aujourd'hui, on parle de souveraineté, d'autonomie agricole, mais ça fait plusieurs années. Et là, vous avez un article de Ouest France qui vous montrait déjà qu'à l'époque, entre 2000 et 2015, la France avait décroché, était passée du statut de cinquième exportateur mondial en matière de viande, produits de la mer et fruits et légumes à cinquième. Et aujourd'hui, nous sommes déficitaires dans la balance commerciale. Dans le monde d'avant, ben, certains déjà avançaient des solutions et là on a la une du Parisien où en marinière, Arnaud Montebourg qui revient en force, vous l'avez vu, un article, je crois dans Le Monde d'hier, essayait de pousser le Made in France. Voilà pour le monde d'avant et voilà pour vous dire que finalement ce qu'on voit était déjà perceptible. Voilà. Maintenant, parlons des Français et le monde d'après et faisons un tour d'horizon des études d'opinion. Alors, est-ce qu'ils y croient vraiment? C'est la première chose. Est-ce qu'ils croient au monde d'après? On leur en parle, mais est-ce qu'ils y croient? En tout cas, s'ils n'y croient pas, ils sont très clairs, ils anticipent une crise économique majeure. Ce sondage que je vous montre, cette date du 15 mai. Quand on leur posait la question pour savoir si la crise allait durer quelques mois, ils étaient 5%. Ils étaient 21% à répondre qu'elle va durer toute l'année 2020 et il y en a 72% qui pensent qu'elle va durer au-delà de l'année 2020. Donc en clair, économiquement, ils savent que la crise sanitaire est passée à une crise économique et qu'elle va structurer durablement l'économie et la société française. Mais ils vont plus loin que ça. Ils vont plus loin que ça et ils accréditent même un changement de société. Et quand on leur a demandé est-ce qu'ils pensaient qu'il allait y avoir des changements pour la société, ils sont 61% à répondre qu'elles ne pourront plus les sociétés fonctionner comme avant et que par rapport aux autres, à l'environnement, aux autres personnes, à l'environnement, à la croissance et à la mondialisation, nous allons avoir des comportements qui vont changer, ils sont 61%. Là aussi, on peut considérer que l'événement les focalise sur ce changement. Mais pourquoi? Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils sont prêts à changer et ils se déclarent prêts à changer, on va le voir. Ils sont prêts à changer
d'une part parce que quand on les interroge sur est-ce que vos habitudes de consommation, elles doivent perdurer, ils sont 92% à dire, ça c'est un sondage du mois de mai, aussi très récent, ils sont 92% à dire oui et 53% à dire oui tout à fait. Donc en clair, les habitudes de consommation, Made in France, production alimentaire française, etc., tout ça, ça devrait s'inscrire, d'après eux, dans leurs habitudes et leurs comportements. Le confinement, après, quand on se situe au niveau des personnes, et ça c'est aussi intéressant, et c'est ce qui, à notre sens, fait que la crise va avoir un effet durable et elle va marquer non seulement les esprits mais les comportements, c'est qu'ils l'aperçoivent comme une rupture. Vous avez un sondage avec deux résultats. La sortie du confinement apparaissant comme plus complexe que prévu, ils apparaissent, en fait, ils voient cette période comme une période de rupture, et quand on leur dit est-ce que ça va, c'est une rupture forte qui vous conduira à changer vos habitudes, ils sont 57% à répondre oui, sachant que vous avez un petit rappel en bas à droite d'un sondage qui avait été effectué à J+7 du confinement où il n'était que 43%. C'est-à-dire que pendant le confinement, l'idée que il y avait une rupture et que la crise avait créé une rupture a augmenté de 14 points. Donc ce sentiment se confirme. Les changements, ils sont nombreux. Là, on a une étude qui a été faite par BNP Paribas Real Estate et par l'IFOP qui montre que, alors, ce sont des gens, c'est la base, ce sont les actifs qui travaillent habituellement au bureau mais qui ne sont pas télétravail. Ils sont 83% à dire qu'ils aimeraient, ils souhaiteraient télétravailler plus au total, donc ceux qui travaillaient déjà en télétravail, les 30%, et 53% disent on aimerait travailler beaucoup plus. Donc il y a aussi des changements significatifs et vous verrez, vous aurez l'étude complète et le sondage complet, et effectivement ça dénote des changements possibles dans le travail très fortement. Mais ces changements sont possibles aussi dans les modes d'achat, toujours la même étude. Ils disent que le recours au commerce de quartier qu'ils ont eu pendant le confinement devrait persister. Le click and collect, le site internet, etc., le shopping, les achats en ligne, etc. On voit des habitudes qui pourraient changer, alors avec un paradoxe, c'est-à-dire à la fois une dématérialisation plus importante et à la fois aussi un souci de revenir vers le commerce de proximité. Sur les déplacements, là, on a une étude qui a été faite par la SNCF, la SNCF, un observatoire de la SNCF, qui en fait explique que les Français ont pris conscience qu'ils pouvaient se déplacer autrement, et ils sont tout à fait 13% à dire qu'ils pourraient utiliser davantage la marche la marche à pied ou le vélo. Et là, vous notez bien entendu que plus vous êtes dans un milieu urbain et a fortiori urbain d'ailleurs ou agglomération parisienne, vous êtes d'autant plus enclin à dire que vous allez changer vos modes de déplacement. Donc, en clair, tout un ensemble de changements qui pourraient affecter la vie quotidienne des Français et en tout cas qui pourra affecter une partie d'entre eux. Alors, les attentes qui pourraient structurer le monde d'après. On a fait, dans l'étude que Confluence a réalisée, on a posé des questions sur les attentes qu'auraient les Français à l'égard de l'exécutif, donc du président de la République et du gouvernement. Et ces réponses sont extrêmement intéressantes. D'abord, il faut noter une chose, c'est que les taux de réponse et les taux d'approbation sont extrêmement élevés. Et ils le sont quand vous voyez l'échelle en vert foncé, le oui tout à fait est vraiment écrasant. En clair, qu'est-ce qu'il nous dit? On a presque une pyramide de Maslow, pardon. C'est-à-dire, en clair, les besoins primaires des Français doivent être remplis, et c'est ça qui suscite leur inquiétude. Ils veulent avoir accès à une alimentation, et c'est pour cela qu'ils demandent une garantie de l'autonomie de l'agricole française. Ils sont 83% à le demander, dont 60% beaucoup. Ils veulent des relocalisations. C'est un thème qui était latent dans la société française, mais qui revient avec une force incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés dans leur chair par ces problématiques, et donc ils sont 92% à vouloir qu'il y ait des mesures en faveur des relocalisations pour les entreprises industrielles. Ils sont 91% à vouloir qu'on favorise le retour, c'est une forme de relocalisation bien entendu, c'est un sous-ensemble de retour des laboratoires pharmaceutiques français et étrangers, donc là aussi très significativement. Et le quatrième point qui concerne davantage Mathieu, c'est en clair 89% des Français qui demandent à ce qu'on consulte les fédérations et les organisations professionnelles
avant de rendre publiques des mesures concernant leur secteur. Donc là, un besoin, on va le voir, de collectif, de dialogue social qui peut-être avait disparu ces derniers temps en France. Et après, vous voyez en descendant, le renforcement de la politique écologique et environnementale. Là, il y a un point très important. Est-ce que cette crise en fait sanitaire va cristalliser avec la problématique environnementale ou pas? C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il apparaît que cette demande est aussi importante et latente. 76% donner une nouvelle impulsion à l'Union européenne. Et enfin, 64% retirer la réforme des retraites. Mais on voit que c'est une question qui n'est déjà plus à l'ordre du jour, puisque on s'achemine vers un retrait. Donc, si on analyse après un peu leurs attentes, il y a, ça, je vous ai donné des attentes fortes. Je vous demande une chose, c'est de regarder cette question et qui, elle, pose sur les attentes qui ont été mesurées à des périodes différentes et qui concernent finalement ce que l'État est en capacité de faire aussi. On voit que la santé puisque là, il n'y a que les tout à fait prioritaires. Hein. Donc la santé est bien entendu une problématique montante. Ce secteur et les problématiques de la santé en général va rester sur le devant de la scène, que ce soit dans les secteurs réglementés, hôpitaux, cliniques, que ce soit dans les secteurs qui fournissent du matériel médical, qui fournissent de la santé en général, tout ça va rester très très fort et de toute façon c'était très fort avant et ça le restera longtemps sur une période qui pourrait durer. Après, vous avez des effets qui sont un peu conjoncturels. Vous avez par exemple la remontée de la sauvegarde des services publics et ça se comprend. Ils ont été mis pour l'éducation, la santé à rude épreuve et donc les Français y sont plus insensibles. Et après, vous avez bien entendu des thématiques qui étaient assez fortes les années précédentes et qui tombent. C'est tout à fait normal, c'est conjoncturel. Donc attention à ces effets conjoncturels. Certains vont être à très court terme et d'autres seront durables. Et nous, on table sur le fait que le secteur de la santé et la santé en général vont être une problématique sur laquelle on va être très, très sensible. Alors, on va faire des focus, et là je commence sur le focus sur le retour en grâce de l'agriculture et des agriculteurs. Ce qui s'est passé est très intéressant parce que à un moment, il y a eu une inquiétude des Français sur la possibilité ou pas finalement d'avoir des ruptures, des approvisionnements, et on a vu que les supermarchés et les commerces avaient été sur certains produits dévalisés. Alors, ce qui apparaît en matière d'agriculture, c'est, je vous le disais, une demande très forte d'autonomie agricole. Et en fait, on a posé la question, ça c'est Max Havelaar, donc c'est un peu orienté sur les items, mais c'est assez intéressant, qui a été posé par Opinway, c'est est-ce que on a soutenu assez les agriculteurs et on leur a demandé aux Français, en fonction de qui les soutenait ou pas, est-ce qu'ils ont été soutenus par les Français? Alors, les Français répondent oui à 66%. Le oui tout à fait reste quand même assez faible, 12%, hein, versus ce que je vous ai indiqué sur nos items, sur la relocalisation et autres. Valoriser, oui, mais on est déjà juste à la faible majorité. Soutenu par les commerçants et les distributeurs, 47%. Soutenu par les pouvoirs publics et les collectivités, 41%. Et bien rémunéré, 31%. Donc en clair, on a des agriculteurs aujourd'hui dont les Français sont en train peut-être de redécouvrir les problématiques et se disent, bah, finalement, ils sont essentiels et pas si soutenus que ça. Les agriculteurs, et là je vous ai mis en dessous un petit sondage qui est aussi assez récent puisqu'il a été fait. Non, il faut revenir sur la page d'après. Voilà, parce que je suis juste voilà, sur le 37%. Il y a 37% des agriculteurs dans un sondage Ipsos à Gravis qui notent que la revalorisation de leur métier, ce sera la première opportunité de la pandémie. Donc les agriculteurs ont bien compris qu'ils avaient une période durant laquelle ils allaient être beaucoup plus écoutés et par les Français et par les pouvoirs publics. On peut passer au slide suivant. Et en fait, oui, ce soutien à l'agriculture et aux agriculteurs a toutes les chances de se confirmer dans l'après. La question portée sur après le confinement, est-ce que vous allez privilégier l'achat de produits alimentaires? Eh bien, ils sont là aussi majoritairement, regardez le niveau de réponse, on oscille entre 82 et 81% à dire oui à je vais privilégier des achats qui permettent une juste rémunération d'agriculteurs, les conditions de travail dignes, la qualité nutritionnelle, le respectueux de l'environnement. Donc on a vraiment des Français qui sont très regardants sur des problématiques et là, si on allait fouiller un peu plus au fond, on verrait que même sur des CSP moins, ces problématiques-là restent fortes. Voilà. Même si la question du prix, on va le voir, reviendra de façon importante dans les semaines à venir. Et pourquoi on fait tout ça a des chances de se confirmer? On va le
voir après dans la slide suivante, parce qu'en fait les tendances étaient présentes depuis fort longtemps. Et là vous avez une étude qui a été publiée par Harris Interactive et un sondage chez Teleb qui date donc du 5 et 7 février, qui est avant la crise. On leur demandait si sur les 3 dernières années, ils avaient eu des pratiques plus importantes, égales ou inférieures à celles des 3 années précédentes. Donc, est-ce que vous avez consommé plus de produits locaux ces 3 dernières années? Ils disent 50%, oui. 38%, autant qu'avant. Donc, on voit bien que ces tendances, les produits locaux, les produits maison, je souligne, produits issus de circuits courts, tout ça était déjà tendanciellement présent. Et peut-être finalement, c'est là où on voit l'effet de la crise, la crise cristallise, la crise a un effet révélateur et la crise a un effet accélérateur. On peut passer à l'autre voilà, nos conclusions, nos perspectives. Donc, l'agriculture, elle a rempli son pacte, elle a rempli sa mission d'être nourricière, elle n'a pas fait défaut, bien qu'on l'a vu, elle avait des problématiques de travailleurs saisonniers, mais en clair, elle a été présente. Et donc, pour nous, elle devrait tirer profit de cet épisode au niveau de son image. On va avoir 2 effets. Le gain de popularité, de confiance, il va se traduire par une perméabilité beaucoup moins forte de la part de l'opinion publique aux polémiques. Elles ont été nombreuses et on en voit d'ailleurs certaines reprendre. Hein. Je veux dire, la PETA, l'association n'a pas été, a fait l'anagramme avec coronavirus et carnivorus. Mais en clair, moins forte perméabilité des Français et une réceptivité plus grande de la part de nos concitoyens à un nouveau récit agricole. En clair, ce qui manque peut-être aujourd'hui à l'agriculture, c'est cette capacité à projeter un récit qui donne à voir ce qu'elle apporte aux Français et qui leur explique en fait ce dont elle a besoin. Mais attention, les détracteurs sont toujours en embuscade et il est évident qu'ils vont essayer de démontrer que la crise, c'est aussi valide tout ce qu'ils dénonçaient. Sur l'influence, eh ben, l'opportunité pour le monde agricole d'obtenir des mesures significatives de la part des pouvoirs publics, qui, il faut le dire, ces derniers temps avaient tendance à les écouter. Bon, on est aussi très spécialiste chez Confluence du secteur agricole et il faut dire que tendanciellement, le ministère de l'Agriculture, je dis bien le ministère, pas les ministres, mais le ministère de l'Agriculture avait tendance à perdre de l'importance dans les arbitrages gouvernementaux et on peut penser qu'il va reprendre une place plus prépondérante. On va passer à notre focus, qui est un focus très important et qui peut concerner beaucoup d'entre vous, c'est les industries finalement et les relocalisations, parce qu'on a un effet conjoncturel. Je vous présenterai quelque chose qui vous démontre qu'effectivement on est bien dans un effet conjoncturel. C'est une capture d'écran de notre outil de monitoring qui s'appelle Talkwalker et qui a, on a rentré le mot relocalisation, on s'est centré sur la France et donc là on monitore les réseaux sociaux et les médias en ligne et vous voyez bien que quand on tape le terme relocalisation, on voit bien que c'est à partir du 16 mars, c'est à partir du moment où le confinement débute que la problématique des relocalisations se pose et monte très très fort dans le temps, puisqu'il y a eu 1,4 million d'engagements, donc d'échanges qui ont eu lieu sur ce sujet. Donc attention aussi, peut-être un effet conjoncturel, puisqu'il a été très boosté par la crise sanitaire. On va passer au slide suivant. C'est une demande très forte, je le rappelle en dessous, 92% des Français considère que l'État doit prendre des mesures pour favoriser les relocalisations. Alors bien entendu, de la coupe aux lèvres, de la théorie à la pratique, il y a beaucoup de distance, mais en tout cas, ce qu'ils disent, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent des relocalisations et ils en sont prêts à en subir, j'allais dire, toutes les conséquences, les bonnes comme les mauvaises. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si on relocalise des industries en France, ils sont prêts et finalement, ils sont favorables donc à ces relocalisations, y compris si on a une augmentation du prix final. Et là aussi, dans des proportions qui sont assez importantes, on a un total positif de 89% et du oui tout à fait de 47%. Donc là aussi, des Français qui peut-être seraient plus responsables, y compris dans leurs achats. On peut passer, voilà. Ce qu'ils pointent et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils nous disent attention, moi, je ne sais pas repérer ce que je consomme. Je vais faire une distinction qui est très très forte entre l'agriculture et l'agroalimentaire et l'industrie et les produits manufacturiers, etc. en général. On a vu dans le milieu agricole des logiques de labels qui aujourd'hui sont bien connues, sont bien identifiées par le consommateur. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous, on a enlevé les produits alimentaires dans la question, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc les Français sur l'agroalimentaire et l'agriculture, ils savent très très bien se repérer et ils comprennent. En revanche,
Et c'est bien entendu beaucoup plus difficile sur des produits manufacturés dont les pièces peuvent venir de pays différents. Mais ils nous disent il y a un intérêt à ce qu'on comprenne finalement le cheminement et l'origine des produits et de savoir en fait où ça a été fait et peut-être par des pourcentages de fabrication et de lieux de fabrication. Et donc le problème de reconnaissance, il est très très fort, je vous le disais, en matière manufacturière. On a mis un sondage, rappel d'un sondage de 2018, où seulement où il y avait 82%, oui, qui reconnaissaient le label Origine France, mais ils étaient 41% seulement à savoir ce qu'il représentait précisément. Donc on voit bien qu'il y a une problématique aujourd'hui d'identification. On veut bien consommer français, mais pour consommer français, encore faut-il qu'on sache quand c'est français. Donc on va passer à la slide suivante. Voilà, les perspectives, donc on a toujours essayé de mettre de reprendre un petit peu de recul. L'enjeu des relocalisations, c'est un enjeu qui a émergé très très fortement. Il ne faut pas se leurrer, c'est un sujet qui est complexe et qui ne se fera pas à très court terme. Mais néanmoins, les tendances qu'on peut noter sont sur l'image, de redonner une valeur aux industries françaises. En clair, on parle de relocalisation, mais attention, ne soyons pas dupes, celles qui sont déjà en France et qui produisent en France, eh bien, peuvent se mettre en avant, bien entendu, ils vont être distingués. Et d'autre part, ça va braquer les projecteurs sur des secteurs qui sont aujourd'hui importants en France, mais très fortement affaiblis. Et donc, je pense notamment à l'aéronautique ou à l'automobile. Et enfin, sur l'influence, eh bien, il va y avoir un rééquilibrage des négociations, hein, du rapport de force, notamment sur le secteur pharmaceutique, où là, il y a une base qui est industrielle, qui est assez forte, et où on peut penser qu'il va y avoir un retour plus aisé dans ce secteur, et où peut-être effectivement les laboratoires pharmaceutiques vont faire valoir leurs prérogatives. Voilà, un focus sur les entreprises en général. Elles ont été agiles, elles ont été responsables, elles ont su s'adapter et elles sont plébiscitées par les Français, on va le voir. Et ça, c'est vraiment pour moi la véritable révélation de cette étude, même si là aussi les tendances existaient. On peut passer. Hop, voilà. Vous avez ici le baromètre de la confiance. C'est le Cevipof qui fait ça, Sciences Po avec OpinionWay. Vous avez dû en entendre parler. C'est un baromètre qui est essentiellement axé sur les politiques. Mais là, c'est une des questions de ce baromètre où on pose la question de la confiance attribuée donc aux institutions, organisations. Et donc, vous avez toute une série d'institutions. Et là, vous avez eu deux baromètres. En fait, le dernier date d'avril, hein, c'est noté, c'est dans son sondage du 2 et 7 avril, et qui a été fait spécialement pendant le confinement. Et en fait, le Cevipof avait déjà fait une première vague en février. Donc, on a à la fois la vague et là, ce que vous avez à l'image, c'est la vague d'avril. Et on a des tendances par rapport à 2018 et pardon, la vague de février, elle avait été faite, elle succédait à une vague de 2018. Donc en fait, on a une visibilité sur 2 ans, à très court terme sur quelques mois et sur 2 ans. Ce qui apparaît, c'est que sur le court terme, entre février et avril, les petites et moyennes entreprises ont pris 2 points de confiance. Les grandes entreprises privées ont pris 2 points de confiance aussi. Et plus significatif encore, quand on regarde sur les 2 ans, puisque la précédente étude, la troisième étude du Cevipof qui n'est pas ici citée, remonte à 2018, on voit qu'il y a eu un point de 10 points de confiance pour les grandes entreprises. Donc on voit bien que tendanciellement, les grandes entreprises et les entreprises en général ont la cote. Elles sont, regardez-le bien, petites et moyennes entreprises sont juste après les hôpitaux. On est à 79% de confiance. Alors bien entendu, moindre que la grande confiance qu'ont les hôpitaux parce qu'ils soignent, ou l'armée parce qu'elle protège, mais en tout cas, elles sont là et elles sont assez fortes. Et je trouve que ça, c'est très significatif. Ça veut dire que l'entreprise doit arrêter de s'autoflageller. Elle est bien considérée par les Français. Un deuxième élément qu'on va apporter aussi à votre connaissance, c'est que là, quand on passe pas des entreprises, on passe des entreprises à votre entreprise. Et quand on pose la question, là aussi, sondage très récent du 15 mai, est-ce que vous avez confiance dans la capacité de votre entreprise à faire face à la crise? Eh bien là, on se trouve avec 62% des Français qui disent oui, mon entreprise, elle saura faire face à la crise. Et regardez, j'ai mis par comparaison la façon dont la confiance est accordée au gouvernement dans la gestion de la crise. Et là, vous avez un petit 30%. Donc, on voit bien, premièrement, une bonne image d'entreprise, une bonne image de l'entreprise dans laquelle on est, et enfin, une bonne image, c'est dans l'encadré, le rectangle bleu, une bonne image de l'entrepreneur, de la figure de l'entrepreneur.
Et en l'occurrence, vous voyez qu'il y a 92% des Français qui souhaitent que les entrepreneurs, les dirigeants jouent un rôle important dans la reconstruction du monde post-crise. Et regardez, il y en a 55% qui disent un rôle très très important. Donc en clair, l'entreprise, l'initiative privée dans le monde de demain, elle était déjà très importante avant et elle va l'être encore plus dans le monde de demain et on va se tourner vers elle. Et je vais vous présenter juste après, merci, les perspectives. Soyez-en sûrs, la crise, elle bouscule l'État, elle bouscule le totem étatique. Pourquoi? Parce que cet État, il est à la fois indispensable, il est à la fois incontournable, mais il montre ses limites. On l'a vu hésitant sur les masques, on l'a vu hésitant dans la pénurie de certains produits, et on l'a vu aussi hésitant sur la gestion hospitalière. Donc les Français se tournent logiquement vers l'initiative privée, et ils ont été, on peut le lire, assez bluffés par des entreprises qui ont pris l'initiative de repositionner leur production, de faire pour certaines des masques, pour d'autres du gel alcoolique, du gel hydroalcoolique. Et donc on voit bien que ça a été fortement apprécié. Donc sur l'image, c'est une opportunité pour le monde d'entreprise. Mais un monde d'entreprise qui doit retrouver ses porte-paroles. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, puisque c'est ce qu'elles sont nos représentants patronaux, mais le MEDEF est parfois dans la caricature et le cliché, et il est surtout à contre-temps. C'est-à-dire qu'en clair, quand on pose la question du retour du temps de travail, il y a un tempo pour bien le faire, et peut-être c'était pas le mois d'avril, c'était peut-être plutôt le mois de mai et peut-être le mois de juin. Sur l'influence, c'est un deuxième point, on est dans un État qui va réglementer beaucoup sur les aspects sanitaires, ça soyez-en sûrs. S'il y a un point sur lequel l'État va être très regardant, c'est le sanitaire, mais il peut être aussi moins enclin, on y reviendra, à produire des nouvelles contraintes fiscales et sociales. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on pouvait dire. On va passer à un focus qui concerne Mathieu et donc je vais vous présenter très rapidement ce focus et laisser la parole à Mathieu. Organisation professionnelle qui deviennent vraiment incontournables. On vous a mis un sondage qu'on avait fait, d'ailleurs on a eu le plaisir de faire avec le CEDAP, qui date du 23 et 24 avril 2019, donc ça fait à peu près un an, et donc là c'est le sondage que vous avez en plein écran. À l'époque, on avait demandé, concernant les sessions professionnelles, diriez-vous qu'Emmanuel Macron doit les consulter plus régulièrement, moins souvent, ou ne rien changer? Et à l'époque, on avait 72% des Français qui disaient oui, il faut les consulter plus régulièrement. En 2020, je vous ai mis le rappel à côté, ce sont 89% des Français qui attendent du gouvernement qu'il consulte les associations professionnelles. Donc voilà, la question n'est pas la même, pardon, l'institut de sondage n'est pas le même, mais globalement, ces 17 points sont très significatifs. Et on va passer à la slide suivante. Voilà. Pour sauvegarder l'emploi, finalement, à qui est-ce qu'on fait confiance? On a posé la question pour négocier avec le gouvernement et préserver les emplois et les activités d'une branche dans cette situation de crise. À qui est-ce que vous faites confiance? Et là, on le voit, la première structure qui apparaît, ce sont les fédérations et organisations professionnelles avec 22%. Alors, deux choses à noter. Premièrement, trois choses. Premièrement, elles sont les premières avec 22% et derrière, on a des acteurs qui sont très, très, très dévalorisés. Même élus locaux, syndicats, parce qu'on a quand même vu les présidents de région qui montent au créneau, syndicats de salariés et grandes entreprises. Attention, si on avait mis les petites et moyennes entreprises, il est évident qu'elles seraient sans doute devant les fédérations professionnelles parce qu'elles ont une grande cote d'amour. Néanmoins, on voit bien que les fédérations professionnelles sont les premières à être considérées dans la confiance, mais assez faiblement, puisque 22%, et surtout, regardez, il y a 35% des Français qui disent aucun de ces acteurs. Je vais passer à la slide suivante et pour pouvoir laisser la parole à Mathieu, avant comme ça, après on pourra conclure ensemble. 2017-2020, ce début de quinquennat, et ça c'est Mathieu l'a écrit et donc il pourra en parler, il y a un début de quinquennat qui est en mode top-down et on le voit bien, il y a dans la crise des urgences, les gilets jaunes, la réforme des retraites, on a finalement assez peu de dialogue, on a l'impression que le dialogue social et sociétal est rompu. Et puis surtout, on a une mise à l'écart des corps intermédiaires. C'est-à-dire, on voit bien que ce soit dans les syndicats de salariés ou les syndicats, associations professionnelles et fédérations, on voit bien qu'elles ont été légèrement mises à l'écart. A contrario, la crise, elle exige de la discussion, du dialogue, de la réponse collective. Et là, on a besoin de faire appel
aux fédérations et aux associations professionnelles. Donc sur l'image qu'elles aient fait, ce sont des corps intermédiaires revalorisés, des fédérations placées sur le devant de la scène et qui pour certaines reprennent la parole. On a fait la campagne grand public de la Fédération nationale des transports routiers qui rappelle son rôle et qui prend la parole. On voit donc des fédérations qui se libèrent à nouveau et qui sont révélées. Et sur l'influence, associations et fédérations professionnelles, elles deviennent incontournables dans la négociation avec l'État. Pourquoi? Parce que l'État, il est démuni, il ne peut pas s'adresser à toutes les entreprises et il a besoin d'acteurs qui sont capables de rassembler les données et de lui expliquer quelle est la problématique et les enjeux d'un secteur et comment ça fonctionne. Alors Mathieu, je te laisse la parole pour pendant 5 à 7 minutes te présenter, nous donner toi ton opinion et nous dire ce que tu penses de ces résultats. Merci Jérôme, merci de l'invitation. Merci de me donner la parole pendant quelques instants. Je me présente, donc je suis Mathieu Rosy, je suis président du CEDAP, c'est le Centre d'études des dirigeants d'associations professionnelles. Et donc ça, c'est une fonction élective. Et je suis par ailleurs délégué général de la Fédération Syntec, qui réunit les secteurs du conseil, du numérique, de l'ingénierie, de la formation professionnelle ou de l'événementiel. Le CEDAP, en un mot, le CEDAP est un club d'élus, de délégués généraux qui sont tous délégués généraux ou secrétaires généraux d'organisations professionnelles. Aujourd'hui, l'association réunit pas loin de 300 délégués généraux qui représentent près de 50% des délégués généraux en activité. Elle a plusieurs missions. Le CEDAP est avant tout un lieu d'échange de bonnes pratiques et de concertation, de discussion entre personnes qui partagent le même quotidien et qui ont des problématiques similaires. Le CEDAP est aussi un lieu d'expertise, produit de la connaissance sur les organisations professionnelles, qui produit de la donnée, qui essaye d'attirer un peu la lumière sur leur rôle et leurs fonctions. Puis c'est aussi un porte-parole de ces organisations pour essayer de sensibiliser les pouvoirs publics à des problématiques liées à la représentation collective des intérêts des entreprises. Donc, merci à Jérôme de m'avoir proposé d'intervenir dans ce webinaire rapidement sur les conséquences de la crise et de l'après-crise sur les organisations professionnelles, alors à différents niveaux. Moi, j'ai identifié 3 niveaux d'impact des mois qui se sont écoulés sur nos organisations professionnelles. Un premier niveau intra, un deuxième interne, puis un troisième externe. L'intra, c'est tout ce qui a trait au fonctionnement même de ces structures. Je passerai dessus rapidement, ce n'est pas l'essentiel du propos, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Les associations professionnelles sont des entreprises comme les autres, donc elles vont subir, de même que les autres entreprises, les conséquences de cette crise, ce qui veut dire bien sûr des impacts financiers potentiels, à travers de la santé des secteurs qu'elles représentent, des cotisations sur la base desquelles elles fonctionnent, des impacts RH avec des problématiques de télétravail, comment aborder cette nouvelle organisation du travail et les nouvelles attentes des collaborateurs en la matière. Et je renvoie là au début du propos de Jérôme qui avait bien cité cette montée en puissance du télétravail qui existait avant, mais là on vient de passer un cliquet, je pense, et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Des stratégies aussi immobilières liées à cette nouvelle organisation du travail. Ça va se traduire sans doute par des décisions en la matière. Et puis, bien sûr, sanitaires à appliquer à leur propre fonctionnement. Donc, le premier niveau d'impact, je le situe vraiment au niveau de l'organisation elle-même, qui va devoir aussi revisiter son fonctionnement en réunion, en événement, puisque les fédérations sont des lieux d'échange et de concertation. C'est un petit peu plus dur de faire de l'échange, de la concertation et finalement une certaine convivialité quand on n'a plus la possibilité de se voir physiquement, en tout cas pas avant quelques temps à grande échelle. Le second strate d'impact sur les organisations professionnelles, c'est un impact que je qualifie d'interne. Et par interne, j'entends dans la relation des organisations professionnelles avec leurs entreprises adhérentes. C'est le cœur du réacteur. Alors, je pense que cet impact, il va être double. Le premier, c'est qu'il va constituer une opportunité potentielle de nouveaux services. Alors, on pense bien sûr, évidemment,
à des services liés très directement à la crise. Et ça, beaucoup d'organisations les ont déjà mis en place. Ce sont des services d'accompagnement en matière sociale, d'accompagnement sur des dispositifs de formation étroitement liés à la crise, de dispositifs juridiques, voire même de solutions très techniques sanitaires, puisque un certain nombre d'organisations ont fait les commandes groupées pour leurs entreprises de masques, voire de solutions hydroalcooliques. Donc, on a des nouveaux services étroitement liés à la crise elle-même, mais aussi des nouveaux services liés aux besoins qui vont se développer en post-crise. On peut penser que le post-crise, comme l'indiquait Jérôme très justement, va avoir un impact sur la perception de la transition écologique et environnementale. Ces sujets vont être encore plus d'actualité. Jérôme a pris le prisme de l'agriculture, mais de façon générale, on sait que ces sujets-là vont peser encore davantage. Bien sûr, des nouveaux services potentiellement liés aux questions de relocalisation compétitive. Comment est-ce qu'on accompagne en tant que collective les entreprises individuelles pour analyser les conditions de relocalisation qui soient compétitives et économiquement viables. Les stratégies de RSE, puisque le télétravail, la nouvelle organisation du travail font partie d'un ensemble plus global qui est aussi la RSE et la façon d'adresser les nouvelles attentes des collaborateurs. Puis aussi des questions de prospective marché et tendance. On sait que dans les mois, voire les 2-3 ans qui viennent, les marchés vont beaucoup bouger suite à cette crise. Les organisations professionnelles ont très sûrement des services à développer en matière d'accompagnement à cette prospective et compréhension des nouveaux marchés. Donc, au niveau interne, cette crise est une potentielle opportunité pour les organisations professionnelles de développer un ensemble de nouveaux accompagnements pour leurs entreprises membres, mais c'est aussi une façon peut-être de se relégitimer auprès d'elles et de renforcer un affectio societatis qui, je pense, a pris un petit coup de boost pendant cette crise, puisque moi, je l'ai vécu en tant que délégué général et beaucoup de mes collègues l'ont vécu d'une façon similaire. Cette crise a été l'occasion pour les organisations professionnelles de jouer un rôle de porte-parole vraiment très fort. On les a beaucoup plus entendus que les entreprises elles-mêmes et les membres s'en sont rendus compte. Leur parole a été portée par l'organisation. Elles ont été aussi le lieu de la réassurance pour beaucoup d'entreprises qui en ont profité dans un moment d'extrême tension pour partager l'expérience entre pairs, pour pouvoir décrypter relativement facilement des textes de loi qui se multipliaient, voire même pour compter sur leur organisation professionnelle pour pondre des guides de recommandations sanitaires sectorielles et leur faciliter le retour au travail. Donc là-dessus, ça a été un lieu de réassurance, voire même de coordination de la résilience complète de certaines filières. Les organisations ont assez fréquemment organisé des dialogues entre donneurs d'ordre et sous-traitants, ont pour certaines signé des chartes de bonne conduite dans la façon de gérer des sous-traitants et des prestataires, et ont contribué à homogénéiser des pratiques sanitaires au sein d'une filière entière, et donc à faciliter la résilience. Donc, cette crise, elle n'est pas seulement vis-à-vis de nos adhérents l'occasion de développer de nouveaux services, elle a contribué, et je pense qu'elle va continuer à contribuer, à nous donner une légitimité plus forte et à justifier de notre sens et du sens de notre existence. Et puis, le dernier niveau, et comme ça, je céderai la parole de nouveau à Jérôme, il va reprendre le sujet de l'influence. C'est au niveau externe, c'est dans la relation que les organisations ont avec leurs parties prenantes. Moi, je vois 3 grands impacts sur cette relation avec les parties prenantes, que sont les médias, les pouvoirs publics et même le grand public dans une certaine mesure. C'est que, elle atteste de l'importance pour les organisations de s'inscrire dans l'intérêt général. Comment est-ce qu'en tant qu'organisation professionnelle, j'inscris mon action collective, ma défense d'intérêt collectif dans l'intérêt général? Et ça reboucle avec ce que j'ai tout à l'heure sur l'accompagnement des entreprises vers la RSE, vers la transition énergétique, vers des sujets de cette nature-là qui rejoignent l'intérêt général. Donc, on va avoir forcément à prendre en compte ces sujets de relocalisation, de fracture territoriale et sociale, de protection de la vie privée, des libertés fondamentales. Et c'est en s'inscrivant là-dedans que les organisations vont jouer pleinement leur rôle au niveau externe auprès des pouvoirs publics et des médias. La deuxième conséquence, c'est que cette crise a permis d'une certaine façon de relégitimer le discours scientifique, qui était discrédité depuis un certain temps au profit de
de sachants autoproclamés. On a remis le discours scientifique Ça va être un objet de discussion alors. voilà, au centre. Et donc, de fait, relégitimer un discours scientifique, relégitimer de la donnée, relégitimer des statistiques, relégitimer des choses qui sont du hard comme ça face à des simples opinions, eh ben, ça permet de légitimer aussi et de donner plus de force aux organisations professionnelles qui sont des pôles d'expertise dans leur domaine, qui sont des pôles de production de données, de connaissances techniques. Et ça vient consacrer leur rôle potentiel et la confiance qu'on va leur accorder à d'autres institutions, comme le citait très justement Jérôme. Et puis, le dernier axe au niveau externe vis-à-vis de nos parties prenantes, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que la courroie de transmission entre parfois les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, et les entreprises individuelles ne fonctionnaient pas si bien que ça, et que dans ces moments de crise où il fallait passer des messages parfois complexes de façon rapide et efficace, et bien finalement, les organisations professionnelles qui sont des lieux d'intermédiation et de construction du consensus étaient quand même bien utiles et que se rappeler à leur bon souvenir pouvait démultiplier l'impact de certaines mesures prises par les autorités. Voilà un petit peu les différents impacts que… Merci Mathieu, parce que c'est à la fois réaliste et optimiste. Optimiste, on Optimiste essaye. puisque, voilà, tout à fait, il y a quand même des fenêtres de tir qui s'ouvrent pour les fédérations et les associations professionnelles. Alors on va finir, Sarah, si on peut, voilà. Finalement, quel cadre sociétal, et comme ça vous aurez quelques minutes pour les questions, quel cadre sociétal structurant pour la communication et l'influence demain? C'est là où, Mathieu, on va avoir des discussions un peu animées. Alors vas-y, Sarah, hop, on peut y aller. Voilà. Alors on a là aussi 5 tendances. La crise économique revient. Donc on va avoir une tension entre le pouvoir et le vouloir d'achat. Bien entendu, le critère prix va être prédominant, mais ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça sera le critère prix plus quelque chose. Ça sera pas seulement le critère prix. Et on le voit, notez bien que pendant la crise et pendant le confinement, le bio a suivi des courbes de croissance qui sont absolument exponentielles. Donc attention, c'est peut-être conjoncturel, mais c'est significatif. Ça sera pas que le prix, ça sera le prix et autre chose. En fait, vous allez vous retrouver face à des consommateurs qui sont beaucoup plus segmentés, c'est-à-dire qu'on peut avoir un effet de polarisation avec des gens qui se disent bah, finalement, je continue à avoir une consommation très qualitative et d'autres qui effectivement sont plus regardants sur le prix. Donc, consommateurs plus segmentés qui seront plus regardants et qu'il va falloir davantage et surtout mieux convaincre. Le deuxième point qu'on voit s'installer, c'est la crise de l'État qui empire. On est face à un État schizophrène. Est-ce qu'il privilégie la santé ou les activités? Est-ce qu'il table tout sur l'économie verte ou ce que nous appelons l'économie rouge, c'est-à-dire un peu sale, pas complètement ancien monde, etc. Est-ce qu'il choisit le court terme ou le long terme? Est-ce qu'il donne dans la surréglementation ou est-ce qu'il choisit la souplesse? Voilà, donc l'État schizophrène qui ne sait plus très bien où il en est. Vous avez une dette qui va s'emballer, c'est pas une surprise que de l'annoncer, mais il n'y aura pas de fiscalité supplémentaire selon nous. Pourquoi? Parce qu'on est en période de présidentielle et donc il va y avoir un monitoring très précis des Français qui sont déjà quand même très fiscalisés et qui n'ont pas envie d'être à nouveau pressurés malgré la crise. Ça, c'est quelque chose sur lequel ils seront très regardants. Et donc, ce qu'on peut aussi dire en matière d'influence, c'est qu'on a peut-être une deuxième étape du quinquennat qui risque de s'enliser parce que retrouver du nouveau souffle, alors qu'il reste un peu moins d'un an avant que la campagne présidentielle s'ouvre, et on a vu notamment à Montcornet qu'elle avait commencé à s'ouvrir, entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, on voit bien que ce quinquennat risque d'être difficile, et notamment avec ce groupe aussi parlementaire qui vient de s'ouvrir à l'Assemblée, qui vient de se lancer. Enfin, s'il n'est pas stratège, ben, l'État protège. Voilà, il va peut-être pas être stratège dans la mesure où il sera pas capable de penser le très très long terme comme il a fait dans les années 70, mais peut-être il va être protectionniste, protéger les citoyens, protéger les entreprises, protéger sa nation par rapport aux autres. Le troisième volet, c'est là où on a une discussion peut-être. Les experts sont remis en cause. Oui, les experts ont été remis en avant. Oui, ils ont pris la parole. Oui, on leur a presque donné la possibilité d'agir et de prendre la décision. Hein. On a vu le conseil scientifique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France est entrée de plein pied. C'est pas nouveau, mais ça s'est
vraiment accentué dans l'ère de la post-vérité. On vous raconte tout et n'importe quoi et les médias sont relativement perméables aussi à ces infox. Et puis surtout, le scientifique est une voix parmi d'autres. Parfois, le scientifique est contredit par ses propres pairs et finalement, tout le monde peut sembler façonner une part de l'opinion, une part de la vérité. Donc, pour nous, c'est une conséquence très nette, c'est que la gestion de l'image et de la réputation des personnes, bien entendu, mais aussi des entreprises, va devenir un défi quotidien. Et pour nous, c'est un sujet aussi d'inquiétude et donc de préoccupation. Quatrième aspect, nous sommes dans une société, certes, qui apparaît plus solidaire, mais qui est fragmentée. Parce que face au chômage et à la pauvreté, on a un besoin collectif fort. On sait que les mois qui vont venir et les mois qui vont venir vont être des mois durant lesquels le chômage va fortement augmenter et donc il va y avoir une accentuation de la pauvreté. Et dans ce contexte, associations, fédérations, elles montrent au front, mais elles le font dans un contexte difficile parce que Mathieu l'a dit, il ne faut pas perdre de vue que certaines organisations, alors on parle d'associations, notamment la Ligue contre le cancer, a expliqué qu'elle était dans une situation avec Axel Kahn qu'elle n'avait jamais connue puisqu'elle fait face à un défaut de dons qui est énorme. On peut trouver aussi des organisations syndicales où il y a des désaffections et des organisations professionnelles dans lesquelles on a des adhérents qui vont peut-être se poser la question de réadhérer au plus mauvais moment, peut-être parce que c'est là où on a besoin de collectifs et d'associations professionnelles et de collectifs en général. Enfin, on ne peut pas, dans cette société solidaire et fragmentée, on ne peut pas perdre de vue et mésestimer la potentialité de tensions sociales qui peuvent être localisées ou nationales et qui réémergent à nouveau, comme on l'a vu, et qui pourraient être problématiques. Le cinquième point, c'était ce que je vous avais annoncé sur un focus déjà, mais pour nous, c'est la tendance lourde. Si Sarah, si tu peux nous avancer, voilà, c'est des entreprises citoyennes. Je pourrais mettre un point d'interrogation mais voilà. Alors, j'ai mis entreprise vos papiers. Oui, parce qu'on va demander aux entreprises de quelle nationalité elles sont. Regardez la polémique qu'il y a eu avec Sanofi sur la possibilité d'un vaccin. On voit bien que les gens vont être très regardants sur où est-ce que l'entreprise est implantée, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses capitaux. On va être vraiment sur une ère du soupçon et de la défiance, ce qui n'est pas nouveau en France, mais qui va s'accentuer. On a enfin les entreprises qui apparaissent comme un pôle de stabilité reconnu dans la crise. Il y a un point très intéressant dans le baromètre de confiance que fait le CEVIPOF. Depuis décembre 2012, il y a eu un croisement des courbes, entre deux courbes. La première qui était pour surmonter la crise, puisque la crise existe depuis 2008 et donc cette question est posée depuis 2008, pour surmonter la crise, faut-il que l'État contrôle davantage et prenne la main sur les entreprises, ce qui était majoritaire avant décembre 2012, ou faut-il au contraire laisser l'initiative de liberté et la capacité d'entreprendre aux entreprises, et ce qui était avant décembre 2012, qui était en dessous. Eh bien, la courbe s'est croisée en décembre 2012, et depuis lors, elle n'est jamais redescendue. Les Français veulent de la liberté pour les entreprises. Enfin, la question qu'on peut se poser, c'est économie verte, je reviens, économie verte, économie rouge. Pour nous, elles vont coexister. On peut pas, bien entendu, faire fi d'un discours de greenwashing gouvernemental, mais je pense que pragmatiquement, le gouvernement va rester très pro-économie, ce que j'appelle l'économie rouge, c'est-à-dire l'économie réelle, bah, qui pollue peut-être, mais dont on a besoin et avec laquelle on va avoir des contraintes environnementales, sociales peut-être un peu moins lourdes. Voilà, et pour finir, quelques conseils dans ce monde qui est plus que jamais volatile, incertain, ambigu. Premier réflexe, réaliser ce que nous on appelle le diagnostic sociétal, ça c'est notre, notre produit maison, c'est-à-dire en clair, être en capacité de se resituer par rapport à son marché, par rapport à son écosystème médiatique, politique, de consommateurs. Et donc pour nous, c'est un diagnostic global qui permet de voir les opportunités, les risques et de savoir comment on avance. Deuxième point, n'oubliez pas que votre communication influence. Toute communication peut engendrer des effets sur la décision et que votre communication, et en particulier votre lobbying, doit communiquer. Attention au lobbying qui ne dit pas tout. Troisième point, respectez, incarnez vos valeurs. Moins de déclarations, plus d'actions. Vous avez des valeurs, faites-les vivre. Et quatrième point, ne changez pas, adaptez-vous parce que c'est sans doute en s'adaptant
qu'on a le plus de chances de changer. Et je vous remercie pour votre attention et ce webinaire qui a été un peu long. Et on est bien entendu disposés, Mathieu et moi, à répondre à vos questions et donc à vous donner des précisions ou revenir sur des points qui vous paraissent importants. Merci, merci à tous. Y a-t-il des questions? Alors oui, 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 Jean-Marc oui. Durieux. Donc, d'abord, je voulais vous remercier, Jérôme et Mathieu, pour la richesse de cette photo dynamique et des réflexions qu'elle ouvre. Voilà. Je voulais intervenir sur le sujet des relocalisations Oui. avec quelques réflexions plus que des questions. Parce que donc on voit effectivement un certain nombre de signaux qu'il faut maintenant interpréter, même si 89% des personnes disent être plutôt d'accord avec le fait d'avoir un surcoût en tenant compte de cette relocalisation. Il y a quand même des réflexions de fond. Et je me suis noté au fil de vos propos 5 points. Le premier, va rejoindre les propos de Mathieu sur la nécessité d'une réflexion stratégique. Et là, la place des organisations professionnelles est assez évidente, hein, pour par secteur d'activité avoir une réflexion sur relocaliser, mais relocaliser quoi, quand, comment, quelle priorité, etc. Je crois qu'il y a vraiment une réflexion stratégique qui doit s'engager pour ne pas partir au petit bonheur la chance, hein, et donc la place des organisations professionnelles me paraît cruciale à ce point de vue-là. Très vite, on va tomber derrière sur une question d'investissement, parce que relocaliser va vouloir dire réinvestir dans des secteurs qui étaient abandonnés, et ça pose des questions, parce qu'effectivement, quid de la compétitivité face à des acteurs qui ont déjà des infrastructures amorties, etc. Voilà. Ça ouvre très vite sur une autre question pour moi, c'est la question de l'innovation. On ne peut pas penser relocalisation en étant des suiveurs et en faisant que simplement vouloir transposer ce qui se fait ailleurs pour le ramener chez nous. Ensuite, le problème de la compétitivité. Alors, le problème de la compétitivité n'est pas toujours celui qu'on pense, parce que dans de nombreux secteurs, l'automatisation est telle que c'est vraiment le problème d'investissement qui devient prépondérant, puisque la différence de coût liée au salaire, etc., devient un facteur secondaire quasiment. Mais cette compétitivité, c'est aussi la compétitivité nationale. Et la compétitivité nationale, c'est le problème des prélèvements, du taux de prélèvement. Et donc ça ouvre très vite sur un autre sujet qui est la réforme de nos institutions, de l'État, etc., pour arriver à faire baisser ce taux de prélèvement. Et là, je crois qu'il y a vraiment un gros sujet qui me paraît un point très dur. Tout à fait. Et puis j'avais un 5e point qui était tout à fait en annexe, et la question des labels a été évoquée. En faisant référence au monde agricole, où je mettrais quand même un petit bémol, c'est la multiplication des labels est quand même quelque chose qui crée de la confusion. C'est vrai. Et qui pose assez vite la question de la confiance quand même. Même s'il y a une certaine confiance aujourd'hui, elle est tout de même, pour moi, fragile quand on regarde de plus près et qu'on connaît un peu l'envers du décor. Voilà, donc… merci pour ces réflexions, Jean-Marc, avec lesquelles je suis tout à fait en accord. Il y a à l'évidence une réflexion à avoir sur quelle relocalisation, sur les moyens qu'on leur donne et sur effectivement le cadre fiscal et social. Et ça, c'est essentiel tant qu'il n'est pas réglé. Alors, je ne sais pas si la crise va aider à le régler, mais en tout cas, ça va reposer très fortement la question. Et pour rebondir sur les labels, je suis tout à fait d'accord avec toi. Multiplication de labels dans le secteur agricole pour une raison simple, c'est qu'en fait, les labels, ça marche. Et donc, en fait, le monde agricole est incité justement à multiplier le nombre de labels avec effectivement un effet induit que tu viens de décrire, c'est la capacité à les comprendre et à bien les dire. Ça, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réflexions Alors, toujours de mon côté, j'ai une question toute pratico-pratique. C'est Oui. ce webinaire. Est-ce que vous avez prévu qu'on puisse le relayer, Ah oui, bien sûr, le diffuser, etc., avec un lien, avec bien sûr, on va. Sarah, qui est notre directrice du développement, va vous envoyer Ah oui, je vais vous faire parvenir. Voilà, vous aurez tout, l'enregistrement et la présentation.
Super, je le diffuserai dans notre Voilà. réseau. Merci, c'est très intéressant, parce que c'est un réseau intéressant. Y a-t-il d'autres… Oui, vas-y, bien sûr. Moi, je souscris fortement à l'analyse qui vient d'être faite sur les conditions de la relocalisation. Et juste pour attirer l'attention sur le premier point qui était celui de la réflexion stratégique, effectivement, les organisations professionnelles auront sans doute un rôle à jouer. Les deux facteurs qui me paraissent importants, c'est qu'est-ce qu'on relocalise potentiellement. Pas pour relocaliser des choses dont la valeur ajoutée est relativement limitée et sur lesquelles on n'est jamais véritablement compétitif. Où est-ce qu'on a la capacité de se concentrer sur des domaines où véritablement on peut faire la différence car à forte valeur ajoutée. Donc voilà, il va y avoir un moment d'identification des relocalisations stratégiques véritablement. Et de deux, c'est un travail sur les chaînes de valeur, puisqu'on s'est aperçu à l'occasion de cette crise, pour ceux qui ne l'avaient pas encore perçu dans la sphère étatique, que les niveaux d'interdépendance entre produits et entre services sont extrêmement élevés. Et les relocalisations vont supposer une appréhension du début jusqu'à la fin des chaînes de valeur pour savoir ce qu'on relocalise dans toute une chaîne de valeur. Il ne s'agit pas de relocaliser un bout pour s'apercevoir que finalement l'amont et l'aval sont faits ailleurs, et que cette localisation n'est fait exact. Ou annexe. Voilà. Et là-dedans, les organisations professionnelles peuvent avoir un rôle, que leur chaîne de valeur, elles les connaissent. Tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord. Écoutez, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, la parole est ouverte. On va. Oui. Une remarque ou une question, une réflexion, j'aurais bien aimé avoir votre ressenti. C'est lié notamment à ce qu'on a vu d'une envie, ou en tout cas d'une remontée en puissance des régions, notamment dans le monde d'après. Donc, je voulais juste avoir votre sentiment, c'est une intuition que j'ai ou que je vois, qui serait davantage moteur, acteur dans le déploiement, notamment dans une partie de la gestion de la crise économique. Voilà, je voulais connaître le sentiment des gens qui participent aussi au webinaire là-dessus. Alors, s'il n'y a pas de, enfin, je vais engager. Il y a effectivement, on le voit, une montée en puissance des régions. On l'a vu, le président de la région Grand Est, Carole Delga encore pour Occitanie, etc., qui ont la volonté en fait de mettre en avant leur collectivité et en fait de démontrer qu'elles sont finalement face à un État un peu mastodonte, en difficulté pour agir, elles sont beaucoup plus agiles. Je pense que ça va de pair aussi avec la logique de besoin de localisation, hein, ça c'est évident. Hein. Et donc, ça pose la question finalement de la proximité et ça redonne de la valeur à la proximité. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions là-dessus, mais voilà ce que je vois. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, peut-être deux observations rapides. Une court terme et une plus long terme. À court terme, les régions ont su faire dans cette période de crise la démonstration d'une certaine efficacité opérationnelle. C'est-à-dire que là où parfois l'État se prenait un peu les pieds dans le tapis en matière logistique, on s'est aperçu que dans certaines régions, il y avait des capacités d'action et de prise de décision un peu en circuit court. Je pense aux logiques de masques, aux logiques de transport, ce genre de choses. Et que la confiance va être de plus en plus aux élus de proximité de ce fait. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, et là on est sur quelque chose de beaucoup plus long terme, c'est que l'un des enseignements de cette crise, c'est que la métropolisation à outrance touche peut-être à ses limites. En tout cas, on va revenir potentiellement à une métropolisation plus raisonnée, avec des aspirations individuelles des gens à des zones où il y a une forte concentration, avec une tension pour les entreprises, une tentation pour les entreprises à, pourquoi pas, aller voir dans des zones non métropolitaines, des villes de second niveau, de troisième niveau, qui sont d'anciennes sous-préfectures ou autres, si potentiellement il n'y a pas des choses à y faire. Donc, voilà, je pense qu'on va peut-être assister à une reconsidération de l'ultra-métropolisation qu'on connaissait depuis maintenant 2 ou 3 décennies, et que les régions là-dedans et les territoires de façon plus générale vont avoir un rôle à jouer. Ils savent s'en emparer de façon astucieuse et efficace. Ok. Écoutez, pas d'autres demandes.
Donc, on va en rester là et on vous remercie tous et toutes d'avoir participé. Merci encore, Mathieu. Et si vous avez les coordonnées de Mathieu qui apparaissent, et n'hésitez pas, si vous ne le connaissez pas, vous êtes une organisation, une association professionnelle, si vous ne connaissez pas le CEDAP, allez-y. C'est un lieu extraordinaire pour échanger. Les gens qui y sont dynamiques, experts. C'est vraiment extrêmement intéressant, enrichissant d'y aller pour ouvrir ses méninges. Donc, allez-y, surtout si vous ne les connaissez pas. Vous êtes Voilà. bienvenus. Au revoir et bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.